Une émission que vous me permettrez de dédier à Simone Veil. Ensuite, ce que je vous propose, c'est d'accueillir l'un des pionniers du solaire. Eh oui, le grand tisonnier là-haut nous offre de grandes perspectives d'avenir, sans pollution. Il s'appelle André Joffre, il sera avec nous. Et dans un instant, une autre avancée grâce au solaire, c'est avec André Joffre. Il nous est indispensable. Notre invité est celui qu'il met en lumière, ou disons dont la lumière nous profite. Cette lumière qui nous profite, c'est le grand tisonnier là-haut, le soleil. Que peut-on en faire? On voit ça avec André Joffre. Un pionnier, ça fait plaisir. Vous avez été l'un des tout premiers à vous intéresser au solaire. Et à l'époque, on vous prenait peut-être pour un dingue parce que c'était le moment où on ne parlait que de nucléaire. Oui, c'est ça. En fait, au tout début des années 80, en fait, quand on a démarré vraiment le vrai démarrage du solaire, c'est les années 80. Même s'il ne faut pas oublier les précurseurs que sont Félix Trombe, qui ont fait les grands fours solaires dans les Pyrénées. Et même, il y avait, je me souviens quand j'étais gamin, un grand four solaire dans les Pyrénées. Qui est toujours là et qui est toujours un des principaux laboratoires du CNRS. C'est un des grands instruments du CNRS et qui héberge aujourd'hui le laboratoire de recherche sur le solaire en France, en fait. Mais pourquoi, dès lors qu'il y avait eu ces initiatives précoces, on ne s'est pas plus intéressé au solaire, on ne s'est pas focalisé sur une voie qui avait l'avantage de ne poser aucune question sur l'avenir, alors que le nucléaire, on se lançait en se disant on trouvera bien la solution pour les déchets. Aujourd'hui, on ne la trouve pas, la solution. Vous l'avez dit, c'était le fait qu'on est parti sur le nucléaire. En fait, tout est parti d'un quiproquo parlementaire, on va dire, puisque en 1981, le 6 octobre précisément, une loi est présentée au Parlement pour lancer 60 tranches nucléaires. Le Premier ministre Mauroy demande à ses parlementaires, et ça rejoint un peu la période que nous vivons aujourd'hui, avec une grande majorité qui est arrivée au pouvoir, etc. Et donc le père Mauroy leur dit, écoutez, voilà, on demande 60 tranches nucléaires, faites votre travail, amendez le texte, s'il en reste 30, c'est parfait. Bon. En fait, ils ne se sont pas mis d'accord, et Pierre Mauroy a engagé le respectif gouvernement, le fameux 49.3. Ouais. Et donc le texte est passé dans son intégralité sans être modifié. Et on s'est retrouvé un beau matin avec 60 tranches nucléaires, alors qu'il en fallait la moitié pour la France. Voilà. Alors, vous, pour autant, vous continuez dans votre coin, vous êtes un peu le banni à ce moment-là. Complètement. Il était, à partir de 86, quand le nucléaire a commencé à produire ses effets, avec de nombreuses centrales, là, on avait un excédent d'électricité l'été en particulier, et on nous a dit, écoutez, arrêtez de faire du solaire, il n'y a plus de subventions, il n'y a plus rien. Et on a été sauvés, je dirais, par les régions, et puis par l'Europe également, qui nous a dit, écoutez, nous, on va continuer à vous aider pour faire quelques trucs. Et puis on est parti dans les départements d'outre-mer, où là, on n'avait pas la justification du nucléaire, évidemment. Et alors, les matériaux dont vous disposiez à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont complètement obsolètes? Ah non, pas du tout. C'est d'ailleurs très... Alors, voyons les bases. Absolument. En fait, si vous voulez, tout a démarré à partir de... Alors, il y a deux grandes familles de solaire. Il y a le solaire thermique, celui qui permet de faire de l'eau chaude ou du chauffage avec des moyens traditionnels, classiques, des capteurs à eau, et qui sont très, très développés dans le monde entier, notamment dans la Méditerranée. Et puis, vous avez des applications dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont les applications photovoltaïques, donc production d'électricité directe. Et ça, en fait, le cœur du produit, c'est le silicium, qui n'a cessé de s'améliorer. Alors, il y a eu des tas de travaux de recherche, etc., qui ont permis d'améliorer les rendements des cellules, qui ont permis également d'en diminuer le prix. Mais par contre, le principe même, il n'y a pas eu de rupture technologique. Si D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres voies aujourd'hui en se disant, d'accord, le silicium, on a un bon rendement, mais on bute peut-être... Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver mieux? Quelles sont les voies qui se proposent à vous? Alors, il y a plein de voies qui sont à l'étude aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle les couches minces. C'est quoi les couches minces? Alors, plutôt que de couper des rondelles de silicium comme le saucisson, voilà, et bien, en fait, on vaporise le produit, le silicium ou d'autres produits, et on va les vaporiser sur une surface vitrée, un peu comme la buée se dépose sur une fenêtre, finalement. On recevait Jacques Lignage il y a peu de temps et qui nous parlait des diatomées. Oui. Ce sont donc ces algues qui fabriquent du verre. Est-ce que vous pourriez être complémentaire en l'occurrence? C'est pas tout à fait ces pistes-là qui sont... mais c'est vrai qu'il y a des possibilités sur les nanotechnologies dont on vient de parler à l'instant. La nanotechnologie, c'est aussi des pistes qui sont envisagées. Mais pour l'instant, si vous voulez, la compétitivité du photovoltaïque avec du silicium est telle que toutes ces technologies ont du mal un peu à percer.
Et donc, en plus de ça, on sait que le photovoltaïque va continuer à progresser, que le silicium n'est pas arrivé au bout de ses performances. Et en plus, vous m'avez dit au téléphone, lorsque vous m'avez fait l'amitié ou l'honneur de me répondre, et je me suis inquiété sur le silicium en disant, mais vous m'avez dit, mais c'est infini le silicium, c'est ce qui est le plus répandu. Eh bien oui, c'est le produit sur Terre le plus commun après l'oxygène. Voilà. La croûte terrestre, c'est du silicium sous différentes formes. Donc, en fait, il s'agit d'une industrie, non pas de métaux rares, comme souvent on entend dire à tort. Contrairement au lithium, par exemple. Absolument. C'est encore que le lithium, pour les batteries, il y a, d'après le BRGM, près de 1300 ans de réserve. Donc, d'accord. On est quand même tranquille de ce côté-là. Mais pour le silicium, il s'agit d'une industrie de transformation, en fait. Donc, en fait, on part de produits d'oxyde de silicium, etc. Et puis, on transforme ça, on le raffine. En fait, si vous voulez, la technologie est la même que celle qu'on utilise pour les semi-conducteurs d'un électronique. Et on bénéficie de tous les travaux de recherche qui sont considérables sur les... Et tant et si bien qu'au départ, même au départ de l'industrie du solaire, on utilisait les déchets de l'industrie électronique. D'accord. Alors, est-ce que ça signifie, déjà, première question, est-ce que l'on pourrait un jour imaginer avoir des panneaux solaires qui fassent en même temps batterie, de telle sorte que ce soit la nuit ou quand il pleut, je puisse néanmoins avoir mon énergie solaire? Ah ben c'est déjà le cas. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des sites isolés, que ce soit en France, parce qu'il y a des endroits où l'électricité n'arrive pas, ou dans les départements d'outre-mer, ou en Afrique, où vous avez des installations solaires, dont des panneaux photovoltaïques, des batteries, et vous pouvez, à ce moment-là, vous vivez toute la journée grâce à cette installation. Est-ce que ça signifie aussi que demain, dans ma petite maison, j'aurai mon installation solaire, je dirai à EDF, vous pouvez passer votre chemin, je produis, et même à la limite, je peux vous en vendre un peu? Alors, c'est sûrement des choses comme ça qui vont se passer, c'est-à-dire que le EDF, le réseau électrique, de façon générale, si on veut généraliser au niveau des différents pays, est confronté, en fait, ce qui ne lui convient pas, ce sont des sautes de consommation. Quand vous avez des pointes de consommation, ça, c'est très coûteux, parce que ça veut dire qu'il faut mobiliser beaucoup d'investissements pour une période très courte. C'est là aussi où, éventuellement, il faut avoir une petite réserve. Voilà, tout à fait. Et donc, effectivement... D'où une sorte de batterie géante, oui, mais ça peut être la batterie de votre maison, ça peut être la batterie de votre voiture aussi. D'accord. Au Salon de l'Auto, dernièrement, là, au mois d'octobre, était présentée une compagnie d'électricité, présentait une voiture électrique. Donc vous arrivez chez vous, votre voiture est restée au bureau, donc elle est chargée. Vous arrivez chez vous, vous la branchez sur votre maison. Pourquoi alors qu'elle est chargée? Mais parce que tout simplement, votre maison va voir que votre batterie est disponible et donc va, au moment de la pointe de 19h le soir, va se déconnecter du réseau, va puiser dans la batterie de la voiture, et ensuite, quand l'électricité deviendra bon marché dans la nuit, va recharger votre voiture. Et ainsi, le réseau va vous gratifier parce que vous allez lui économiser de la pointe. D'accord. Est-ce que ça veut dire aussi que tout cela, les coûts baissent, et que d'ici 5 ans, on pourra tous envisager une installation personnelle? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est déjà le cas, puisqu'il y a quelques subventions qui permettent d'anticiper cette future baisse des prix. Aujourd'hui, si vous voulez, les panneaux solaires ont été divisés par 8 en 10 ans. Hein. C'est phénoménal. En fait, on est plutôt sur un rythme de baisse des prix qui ressemble à l'électronique, une fois de plus, plutôt qu'aux produits industriels. Et puis, sur les batteries, c'est un peu la même chose. Vous savez qu'avec la voiture électrique, les batteries se développent énormément. On est passé de $1000 le kilowattheure stocké en 2010 à $250 aujourd'hui, et ça va encore baisser beaucoup. Aujourd'hui, il y a une pénurie de batteries. Il y a des usines qui se construisent partout dans le monde parce qu'effectivement, l'appel des batteries pour les voitures est tel que... Est-ce que ça ne posera pas, après, le problème de que fait-on des batteries une fois qu'elles sont usées? Alors, c'est tout le problème, d'une façon générale, des produits industriels. Donc, que ce soit pour les panneaux solaires ou pour les batteries, il y a des dispositifs. En tout cas, pour les panneaux solaires, c'est opérationnel. L'État a sélectionné une entreprise qui perçoit une taxe. Lorsque vous achetez un panneau solaire, une petite partie de son prix est versée dans cette société, un peu comme éco-emballage pour les emballages, et ils prennent un engagement de restituer le produit, enfin de le détruire et de le recycler en fin de vie. Alors là, on peut avoir une image par exemple de Ouarzazate. C'est la plus grande centrale du monde, la plus grande centrale solaire du monde. Est-ce qu'elle est là pour 50 ans? Au bout de combien de temps ces panneaux vont commencer à perdre de leur rendement? Comment on change les panneaux au fur et à mesure? Enfin, il y a 10 000 questions là-dessus. Voilà, Ouarzazate, si vous voulez, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas une installation photovoltaïque. Vous voyez, ce sont des miroirs qui concentrent la chaleur
sur un axe vertical, horizontal. Ouais. Et dans cet axe horizontal passe un fluide en fait qui permet de vaporiser de l'eau. Cette vapeur ensuite fait tourner des turbines, etc. Alors il faut savoir que Ouarzazate, c'est un site très emblématique, mais qu'il y a la même usine qui se construit aujourd'hui avec une entreprise française à côté de Fort-Romeu. Hein. Donc en France. En France, absolument. Donc vous voyez qu'on n'est pas en retard non plus dans ces genres de choses. Et évidemment, ce projet a lieu dans la région de Fort-Romeu, à Io exactement, parce que c'est un des endroits où on a le meilleur ensoleillement d'Europe. Hein. Alors chez les ch'tiopères là-haut, est-ce qu'ils peuvent se dire un jour on aura l'énergie solaire ou alors heureusement qu'on a eu les mines? Écoutez, il y a des projets dans le Nord-Pas-de-Calais en solaire, notamment pour équiper des logements sociaux. Il y a des projets en ce moment. Et donc on voit que le solaire, si on regarde l'Allemagne par exemple, en Allemagne le solaire est beaucoup plus développé qu'en France. Ce qui montre bien que... Oui, la météo elle n'est pas meilleure en Allemagne. Voilà, tout à fait. Donc, si vous voulez, la baisse des prix également fait qu'il suffit d'ajouter 20% de panneaux solaires ou 30% à Paris pour avoir la même quantité d'énergie que celle que vous collectez à Toulouse. Vous voyez, dont l'écart finalement n'est pas si important. Est-ce que l'on pourrait imaginer, moi de temps en temps j'ai des soliloques qui se voudraient créatifs, que l'on se serve d'un satellite, deux satellites, parce qu'un seul ne suffirait pas, position géostationnaire, qui capte la lumière solaire et qui nous la renvoie, ce qui fait que ça percerait les nuages et de façon constante, on aurait ce flux de photons. Ça a été envisagé quand les cellules... Ah, mais je ne suis pas si bête que ça. Non, quand les cellules étaient très chères, effectivement, parce qu'à une époque, au tout début, dans les années 50, les cellules solaires étaient utilisées uniquement pour les satellites. Hein. Des endroits très isolés, on ne peut pas faire... Mais aujourd'hui, les prix sont devenus tellement bas. En fait, la problématique, c'est que les panneaux solaires, dans un avenir plus ou moins proche, 5 à 10 ans, vont devenir quasiment gratuits. D'accord. Je dis gratuit, c'est très bon marché. Voilà. Et donc, l'électricité solaire va devenir très banale. C'est d'ailleurs, si vous voulez, il faut bien prendre conscience de ça. On est en train de changer le monde. Oui, mais là, ce que vous êtes en train de nous dire, André Joffre, c'est plus que changer le monde, parce que c'est des solutions. Alors après, c'est là où on va se rendre compte que c'était une aberration que d'avoir fait autant de centrales nucléaires. Quand on voit, par exemple, Phoenix, ça fait 30 ans qu'on démente, 30 ans ou 20 ans qu'on démente pour 4 années de fonctionnement. Mais là... on va avoir cette énergie solaire dans tous les domaines. Oui, bien entendu. Et vous voyez, par exemple, si on doit faire des centres de calcul, des data centers, il faut les installer là où il y a du soleil. Parce qu'évidemment, ils sont très consommateurs d'énergie. Mais si cette énergie est gratuite parce qu'elle est fournie par des panneaux solaires, bingo, il n'y a pas de problème. Donc, on voit que le solaire va permettre de... On sait que le prix de l'électricité va augmenter dans le futur, parce qu'en France, on a un prix qui est nettement plus bas que tous les autres pays. Oui, mais là, si moi j'ai mes petits panneaux solaires... Le panneau solaire permettra aussi de réduire la facture peut-être de 20-30%, ce qui permettra d'absorber les hausses de... Est-ce qu'on va pouvoir également concentrer? Parce que là, quand on voit Ouarzazate, on se dit, si on prend de la surface comme ça, on va avoir du mal à... Bah écoutez, pour une maison, il faut... Alors, si la maison n'est pas chauffée électriquement, il faut à peu près 25 mètres carrés. Et avec 25 mètres carrés, vous produisez dans l'année autant d'électricité que vous n'en consommez. Et avec la possibilité d'assurer, parce que j'ai ma batterie Alors, qui... ça, c'est la batterie, comme je vous disais, elle va commencer à intervenir pour effacer les pointes. D'accord. Dans le premier temps. Mais, puis et ensuite, après peut-être, mais je pense que le réseau va jouer un rôle très important. Le réseau devient intelligent et en fait, le réseau va permettre au contraire de pouvoir vendre l'électricité lorsque vous en aurez trop et en acheter quand vous n'en aurez pas assez. Formidable. André Joffre, un vent positif. Merci, il est de Toulouse, vous l'avez reconnu. Voilà, mais on se revoit la semaine prochaine. On ne va pas se quitter comme ça. Toujours sur CNews. Merci, allez, bon vent. Au revoir.